Merci pour l'invitation. Donc j'ai intitulé la conférence « Le thé et l'équerre seraient-ils les vrais auteurs de l'architecture ?» Avec, effectivement, je partage tout à fait ce qui a été dit lors de la première partie de ce colloque. Effectivement, la matérialité, les matériaux, la réalité du chantier, en fait, est fondamentale dans la manière de penser l'architecture. Et en fait, souvent, effectivement, on a cette idée qu'on pourrait séparer. L'architecte serait une forme d'artiste qui aurait des visions et qui trouverait ensuite les moyens de les réaliser. Mais en réalité, si on regarde l'histoire de l'architecture, on s'aperçoit que peut-être les choses se sont passées complètement à l'envers. C'est-à-dire que peut-être qu'en réalité, c'est les outils qui ont fait l'architecture et c'est les matériaux, les modes de construction qui font l'architecture et qui sont les vrais auteurs de l'architecture. Et en réalité, l'architecte serait presque au service des outils de construction ou au service des matériaux. Alors si on regarde ça, de l'architecture très banale, en fait, quand j'étais enfant, on disait oui, c'est de l'architecture carrée, c'est carré, on n'aimait pas. Mais si on essaye de comprendre pourquoi, effectivement, il y a des formes carrées, c'est-à-dire il y a des lignes droites, comme ça, souvent à angle droit, qu'on trouve aussi dans des vieux bâtiments, comme ça, des lignes droites, verticales, avec des formes carrées. En fait, on se dit, en réalité, ça vient des plans, et les plans eux-mêmes viennent des outils de travail. C'est-à-dire que l'architecture, pendant très longtemps, il travaillait avec un T et une équerre, et bien évidemment que c'était simple de faire des angles droits, de faire des lignes droites, et c'était extrêmement compliqué de faire des lignes arrondies. On ne savait pas les faire, il fallait tenir le crayon. On apprend toujours en tant qu'étudiant en première année à faire ça. C'est quasi impossible de faire une belle ligne, on doit gommer après. Donc, bien évidemment que ces outils-là poussent à faire des lignes droites et des lignes et des angles droits. Et donc, finalement, l'architecture qu'on connaissait jusqu'au XXIe siècle, en fait, elle était carrée pour cette raison des outils qui conditionnaient l'architecture. Et bien sûr, dans la construction, c'était la même chose. Ensuite, on voit ce type de choses qui apparaît à partir de la Renaissance, d'espaces comme ça, qui sont très majestueux, monumentales. Parfois, on leur a donné même des qualifications presque parfois fascistes, en disant qu'il y avait des intentions comme ça derrière. Mais en réalité, on se dit, tout ça, ça vient, ces perspectives, ça vient effectivement de la Renaissance, et ça vient d'Alberti qui codifie, qui montre, qui trouve la manière de représenter, de faire des perspectives liées à Brunelleschi avant, qui invente ce moyen de représentation. Et en découvrant au XVe siècle ce moyen de représentation, effectivement, on se met à construire des perspectives et finalement, tous ces dessins urbains qu'on connaît sont des conséquences aussi d'un outil qui avait été inventé au XVe siècle. Ensuite, on peut voir ces formes typiques comme ça des années 2000, 95-2008, jusqu'au moment de la crise où elles se sont arrêtées. Ces formes-là, de la même manière qu'on a appelé des blobs, en réalité, elles sont liées à cet homme-là, Greg Lynn, qui, en utilisant des logiciels pour l'informatique, a vu qu'il y avait un petit onglet sur le programme informatique, et en appuyant dessus, en le déroulant, il y avait blob, et il a inventé des blobs. Tout d'un coup, il s'est amusé avec ça, et il a appuyé dessus, et ça a donné ces formes-là. Donc, lui-même le dit, il n'a rien inventé, simplement il a pris le logiciel et il a appuyé, et le logiciel permettait de faire ces formes blob. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, l'architecte, le créateur, il est plutôt, effectivement, comment on dit, le parasite de l'outil, plutôt que l'outil est le parasite de l'architecte, si on veut. Plus récemment, il y a eu tous ces nouveaux logiciels qui sont apparus, qui s'appellent CFD, Computational Fluid Dynamics, qui permettent de modéliser les flux d'air, les mouvements de convection par rapport aux températures, des choses comme ça. Et ce type de logiciel
nous, on l'a utilisé, on a été parmi les premiers en fait à utiliser ça dans le projet d'architecture, et on a conçu un plan urbain avec Catherine Mosbar et Ricky Liu à Taichung, qui est basé en fait sur cet outil-là. C'est-à-dire que en fait, on a analysé le territoire. C'est le site d'un ancien aéroport de 70 hectares. Donc c'est l'ancienne piste comme ça de l'aéroport qui est là. C'est un nouveau plan urbain de 256 hectares. Et nous, le parc est une sorte de central park au milieu. Et en fait, pour dessiner ce plan, ce qu'on a fait, c'est on s'est dit, bon, on veut essayer d'apporter de la fraîcheur, c'est un climat subtropical. C'est quoi le paramètre qui change? La température est partout la même, l'humidité est quasiment partout la même, les rayonnements du soleil sont partout les mêmes. La seule chose qui change, c'est le vent, c'est par convection. Si on souffle sur une cuillère à soupe, on la rafraîchit. C'est le même système. C'est-à-dire que comme il y a un vent du nord, plus froid, qui est là, eh ben on a fait, avec Transolar, une compagnie allemande, on a fait le modèle informatique de tout le nouveau quartier de futur, puisque aujourd'hui c'est totalement vide, puisque c'est une piste d'aéroport. Et on a regardé comment les vents allaient se comporter sur ce territoire-là. On a vu qu'il y avait des accélérations de vent, donc c'est mieux, c'est comme un ventilateur qui tourne plus vite, ça rafraîchit plus. Il y a d'autres où il n'y a pas du tout de vent, donc on va crever de chaud dans ces endroits-là. Et donc on transforme ça en master plan, en plan d'urbanisme, si on veut, et on crée des formes qui sont liées à ces mouvements. Donc là où c'est rouge, il y a plus de vent, ça va être plus froid, et là où c'est blanc, il y a moins de vent, et ça va être plus chaud. Ensuite, on a continué ça sur des... pardon, je regarde juste le temps pour pas... On a continué ça, on a suivi cette logique-là en disant que on vient renforcer cette fraîcheur en mettant des arbres donc hauts qui laissent passer le vent en dessous pour rafraîchir encore plus par l'ombre. Donc on double le rafraîchissement. À la fois, il y a du vent qui rafraîchit et en plus, il y a de l'ombre. Et donc on a une très forte densité d'arbres dans ces endroits qui sont déjà un peu plus naturellement plus confortables. Et on laisse les endroits très chauds comme ils sont, puisque l'ambition n'est pas de tout transformer, et aussi de laisser la liberté d'usage à chacun de choisir ce qu'il veut faire, et aussi peut-être en hiver, à 6 heures du soir, d'aller plutôt dans des endroits dégagés, sans arbres, pour profiter du soleil. Ensuite, de là, donc on a finalement donné des identités à ça, ce qu'on appelle les kulia, les endroits froids, et puis on a un chemin qui relie, un peu une sorte de chemin isobare qui relie toutes ces kulias entre elles. Et donc finalement la manière de dessiner les choses se fait par rapport à ça. Ensuite, on a fait la même stratégie pour l'humidité de l'air. Pour la pollution aussi, il y a des grandes routes comme ça, avec des particules fines qui viennent de là. On sait que plus on s'éloigne, plus les particules se dilatent. Et donc, on a des parties qui sont moins polluées, si on veut, loin des routes. Et donc, on leur donne une identité en les appelant les clyria. Et puis, et après, le programme suit ça, c'est-à-dire qu'on met toutes les activités de loisirs dans les kulia, les activités pour les enfants dans les clyria, là où c'est moins pollué, moins bruyant. Et là, on voit la distribution des arbres, donc très intense, beaucoup d'arbres, tous les 2 mètres, 2,50 mètres dans les parties très, très fraîches et qui se dilatent progressivement. Là, on a gagné le concours en 2011 et le parc est quasi fini, enfin presque fini dans les grandes parties. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est plutôt le travail de Catherine Mosbar, qui a été toute la gestion des eaux de pluie et tout ce vallonnement qu'on peut voir. En réalité, il est dessiné, mais il est une conséquence c'est des bassins de détention. En fait, c'est des bassins, tous ces parties-là, ici, sont là, peuvent se remplir d'eau selon des crues, des moments Et en réalité, tout le parc, tous les vallonnements, si on veut, les mouvements de terre sont liés à la quantité d'eau de pluie qui tombe dans tout le nouveau quartier et qui aboutit dans le parc. Donc aussi, la topographie, si on veut, est une conséquence aussi, pas tellement d'une pensée artistique humaine qu'on mettrait là-dedans, mais plutôt de la gestion des eaux de pluie, de la quantité des eaux de pluie qui donne les pentes et les profondeurs des bassins.
La deuxième chose, c'est les matériaux. En fait, une chose sur laquelle on travaille beaucoup, qui est souvent là dans nos projets, on le voyait déjà dans le plan masse, on a souvent des formes de gradation, comme ça, on est très intense, moins intense, ou on est très chaud et de plus en plus frais, où on travaille sur ces gradations, et ces gradations-là, effectivement, sont quelque chose qui est totalement réel aujourd'hui dans la construction. C'est, autrefois, si on veut, on avait des murs en briques, qui sont là et qui étaient effectivement verticaux aussi, parce que s'ils ne sont pas verticaux, ils tombent, quoi. Donc les lignes droites, les lignes de l'architecture, comme le dit Hegel, sont droites qu'à cause de la pesanteur. Et donc ce type d'architecture a été mis en question par l'invention du béton armé, comme ça au 19e, où tout d'un coup Le Corbusier en tire des conséquences, une intelligence du béton armé, en comprenant qu'on n'est plus obligé d'avoir des murs qui se superposent d'étage en étage, puisque les forces doivent se reporter verticalement. On peut simplement les réduire à des colonnes, et ensuite les cloisons sont libres dedans, et donc à chaque étage, on a des choses différentes. De la même manière, on n'est plus obligé le mur porteur n'est plus forcément en façade, ça peut être simplement ces colonnes, et on vient suspendre le bandeau de la fenêtre par la dalle supérieure, et donc on libère complètement la fenêtre de toute interruption. Donc en fait, les 5 points de Le Corbusier aussi, on peut les voir comme quelque chose de très créatif. En réalité, c'est une forme d'intelligence du béton armé. On comprend que le béton armé engendre tout ça, et qu'on n'est plus obligé de le cacher derrière des fausses pierres comme au Palais Garnier. Donc finalement, on aboutit à cette esthétique-là qui est aussi, on peut le dire, une forme de conséquence du béton armé. C'était comme si le béton armé utilisait Le Corbusier pour s'affirmer, d'une certaine manière. Là, c'est la dernière chose que j'aimerais montrer, c'est les constructions contemporaines. En fait, si on veut, autrefois, quand je montrais le mur en briques, on avait l'intérieur à l'intérieur du mur et l'extérieur à l'extérieur du mur en briques. Et on avait un matériau, les briques étaient à la fois qui bloquaient le vent, c'est ça l'origine du mur. En fait, l'origine du mur qui est racontée par Vitruve ou chez Alberti, c'est qu'au début, on met un toit pour se protéger du soleil, et il faut tenir ce toit, et donc on fait un mur, et on s'aperçoit que le mur bloque le vent, et donc on est mieux, plus confortable derrière puisqu'on ne reçoit pas le vent qui nous rafraîchit. Et donc, finalement, le mur avait cette mission autrefois, à la fois de bloquer le vent, de garder une poche d'air qu'on peut plus facilement chauffer, et en même temps de porter le toit, si on veut. C'était ces 3 missions qui étaient combinées dans un matériau. Mais aujourd'hui, si on regarde plus précisément les murs des bâtiments, en réalité, ils sont plus du tout monolithes. C'est plus du tout un mur en pierre ou un mur en brique ou un mur en bois. En fait, ils sont composés d'une multitude de couches qui ont chacune a une mission très particulière et un matériau qui correspond à sa mission. C'est-à-dire, il y en a une qui est étanche à l'air, donc c'est une sorte de plastique complètement étanche à l'air. L'autre, c'est une barrière vapeur qui laisse passer, qui bloque la vapeur pour pas qu'elle arrive dans l'isolation thermique et qu'elle condense et qu'elle pourrisse et qu'elle mouille l'isolation, et que l'isolation thermique perd ces matériaux. Ensuite, il y a l'isolation thermique qui contient plein de petites bulles d'air qui font l'isolation, qui empêchent le froid de l'extérieur de venir. Ensuite, il y a des matériaux qui sont plus porteurs. Donc tout ça constitue aujourd'hui le mur. Et un mur, en réalité, c'est ça aujourd'hui. C'est plus un mur en briques, même si on fait croire souvent encore, même en Suisse, par exemple, beaucoup de projets d'architectes très, très connus montent des murs en béton à l'extérieur, et à l'intérieur on trouve des murs en béton, alors qu'en réalité à l'intérieur il y a 25 cm d'isolation thermique qui sont cachés, et on fait un faux mur, enfin un mur de décoration qui est un mur qui a l'épaisseur d'un mur porteur. Donc il y a un coût qui est doublé, et je pense que quand on regardera ça dans le futur, on est exactement dans la situation d'Adolf Loos quand il dénonçait l'architecture éclectique du 19e, du Ring de Vienne, où on se met à faire des fausses façades romaines ou toscanes, comme ça. Donc, mais la réalité de la construction aujourd'hui, c'est ça. Et on s'est dit, finalement, quand on regarde tout ça, toutes ces différentes couches, est-ce que l'intérieur, c'est toujours ici et l'extérieur là?
est-ce qu'après une première couche, on est à l'intérieur, ou est-ce que c'est après la deuxième, ou est-ce que finalement, il n'y a que des gradations d'intériorité. Il n'y a plus un intérieur dans le mur en pierre, un extérieur de l'autre côté. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on propose finalement d'habiter les entre-deux. Se dire, bon, ben, il y a des endroits où on veut être juste protégé de la pluie et pas protégé de la chaleur, où on veut être protégé de la chaleur. Et donc, on fait, ça on voit ces isolations, l'isolation thermique ici, qui sont de 25 cm, les par vapeur, qui sont chacun dans des matériaux différents. Et nous, finalement, pour les bâtiments du parc, on a cette stratégie-là. On dit, bon, ben, normalement, le mur, c'est tout ensemble. Et là, on vient dilater la barrière physique, si on veut, de la barrière contre la pluie, de la barrière thermique et de la structure porteuse, quoi. Et on vient créer des espaces, des entre-deux dedans. Donc, si on prend la première couche, c'est une membrane blanche pour l'albédo, pour renvoyer la chaleur. On a d'abord, donc c'est d'abord cette limite grise qui est la barrière de privacité, si on veut. On ferme public, enfin on vient fermer le soir. C'est un musée du réchauffement climatique, le climatorium. Et on voit là, donc ça c'est la barrière, si on veut, de propriété. Ensuite, en bleu, c'est l'étanchéité à l'eau. Et par exemple, les toilettes, on n'a pas besoin d'avoir de l'air conditionné dans les toilettes, ou on n'a pas besoin d'avoir d'air conditionné dans les couloirs ou dans les dépôts. Donc en fait, c'est juste protégé de la pluie, mais ce n'est pas protégé de la chaleur. Ensuite, on a parfois toutes ces couches sont ensemble, on le voit là, et puis ensuite, elles se dilatent. Il y en a une qui part toute seule là, l'autre qui continue. Et là, on rentre dans l'isolation thermique, et puis finalement, on ressort ici, et on rentre à l'intérieur de la structure en béton, qui sont ces trois volumes. Ces trois volumes-là. Donc finalement, ce thème qu'on avait dans le parc au niveau général, qui était chaleur, humidité de l'air et pollution, on le retrouve dans ce musée du réchauffement climatique, qui présente trois pièces, mais je ne vais pas en parler, qui sont une pièce sur la fraîcheur, une pièce sur l'absence de pollution et une pièce sur l'humidité de l'air qui reproduit ça différemment, avec trois pièces qu'on appelait coolium, dryum et clyrium. Donc, je passe ça. Par contre, j'aimerais montrer les détails de construction de ça, où en réalité, on suit effectivement cette chose-là. C'est-à-dire, on a la barrière physique, l'étanchéité à l'eau qui continue, l'isolation thermique qui continue, et puis la partie là. Donc tout ça est construit de cette manière-là. Là, on voit le chantier, donc on a les parties en béton, et puis la partie ici d'étanchéité à l'eau. Et puis, ensuite, là, il y a un mois, donc on voit cette première chose, qui est la partie, si on veut, public-privé, enfin semi-privé, qui devient une cour, en fait, à l'intérieur, et puis ensuite, on rentre dans ces parties-là qui sont simplement protégés de la pluie et qui sont, mais pas isolés. Et puis ensuite, à l'intérieur, on a les... Donc le bâtiment est quasi terminé, pas encore tout à fait, mais... Et donc on voit, par exemple, ici on a une forme de cour technique, là, qui est entre l'isolation, entre l'étanchéité à l'air et la barrière physique. Et puis, quand on va, les matériaux, donc tout est blanc, et puis, comme je disais, pour les questions d'albédo, on refuse la chaleur, on renvoie tous les rayons du soleil vers le ciel. Et puis, en rentrant à l'intérieur, en fait, quand on est dans l'étanchéité à l'eau, tout est en aluminium, pour pas que parce qu'on est chaud, on a le coefficient d'émissivité, l'émissivité est très basse, donc les matériaux ne rayonnent pas de chaleur. Et puis à l'intérieur de l'isolation, c'est très littéral, hein, effectivement, on a les 20 cm d'isolation thermique recouverts par une laine isolante également. Donc on voit ces différents matériaux, ces trois matériaux, enfin là on est dans
l'étanchéité à l'eau, comme ça, en métal, et puis ensuite la laine, de l'isolation thermique, comme ça, qui est à l'intérieur. Ça, c'est les 3 pièces, là, celle qui reproduit le climat de haute montagne plus froid en temps réel. Une deuxième pièce qui reproduit un 21 novembre perpétuel, qui tourne comme ça, qui est le moment le plus sec de l'année. Et puis la dernière pièce qui est le clyrium, qui reproduit le climat de Taichung s'il n'y avait pas eu de pollution industrielle et de réchauffement climatique. Donc c'est ouvert au ciel, mais on souffle de l'air qui est refroidi à 1 degré. C'est comme les réfrigérateurs de chez Picard. En fait, comme l'air froid est plus lourd, en fait, il reste vers le bas, comme ça. Quand on ouvre, on peut ouvrir sans que l'air froid parte. Et donc là, on expérimente, on vit en temps réel. On va souffler ici de l'air froid sans pollution, aux particules fines. Et puis, pour terminer, c'est sur le même principe, mais pour montrer ça, très rapidement, je passe. C'est la même chose, c'est cette dilatation des couches, comme ça, mais qui commence ici de manière plus large, avec 7000 m² de panneaux photovoltaïques, qui crée une première toiture, une première canopée, sous lequel glisse à la fois de la nature et des couches de la même manière, entre cette gradation d'intériorité, comme ça. Et donc ça, c'est le Maintenance Center. Donc il y a toutes les parties, j'ai oublié de le dire, mais toutes les parties qui sont sans air conditionné, donc en dehors de l'isolation thermique, laissent passer la ventilation naturelle. Donc et donc là, on voit le résultat, quelques images. Donc c'est 7000 m² qui produisent toute l'électricité, avec 3000 encore au sud pour le parc, des bâtiments, de l'éclairage nocturne. Et puis dessous, ce parc qui est à la fois une sorte d'intérieur tamisé, un peu, à la fois de nature et d'architecture qui glisse dessous. Là, c'est encore un peu en chantier, là, ici. Et le Visitor Center, comme ça, qui est comme cette partie-là qui est dessous, qui glisse. Et qui est composé aussi de ces couches comme ça, alors on ne sait pas si là-dessous, est-ce qu'on est déjà dans l'intérieur ou pas encore tout à fait. Puis on rentre progressivement, on passe la grille, et puis on arrive dans un intérieur un peu plus intérieur, si on veut. On va le voir là. Voilà, on peut voir ici. Donc on passe cette grille, on est un peu plus à l'intérieur. Et puis ensuite, on trouve donc on trouve tout le parking, enfin en réalité derrière ces grilles, comme ça, qui est fermé le soir. Et puis pour des choses, c'est à la fois les gens qui travaillent pour le parc et pour l'autoroute qui sont là. Et puis ensuite, à l'intérieur de ça, on trouve les WC, enfin toutes les parties de dépôts comme ça, qui sont ici protégés de la pluie. Donc il y a le toit, le vrai toit de la pluie, mais qui sont ouverts là. Donc puisque la température moyenne est plutôt chaude toute l'année, même il fait 22 degrés en décembre. Donc on a ensuite à l'intérieur là, les toilettes qui restent ouvertes dans l'intérieur. Et puis à l'intérieur de ça encore, plus au milieu, donc là, l'isolation thermique, comme ça, qui est comme une coque, comme une forme de poupée russe, en fait, à l'intérieur de cette partie-là. Voilà, merci. Alors, l'ambition de cette nouvelle table ronde est d'appréhender un nouvel ordre numérique qui aujourd'hui se met progressivement en place et d'observer ses conséquences, notamment sur l'organisation du jeu d'acteurs ou encore ses conséquences sur la conception du projet architectural et bien entendu sur sa réalisation, à savoir sur le chantier. Avec nous, nous avons Jean-François Coulet, vous êtes géographe, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais. Emmanuel Di Giacomo, vous êtes architecte, vous êtes responsable des écosystèmes BIM Europe chez Autodesk. Hélène Pesquine, vous êtes architecte, vous êtes secrétaire permanente du plan urbanisme, construction, architecture, intimement connu sous le nom de PUCA.
Et Africa Garcia, vous êtes ingénieur chez TESS, vous enseignez également à l'école des ponts, où vous organisez un séminaire en 3e année sur le thème Chantier du futur et BIM. Alors après ces différents échanges que nous avons vivre jusqu'à présent, nous avons vagabondé dans l'histoire et dans le présent. Nous allons continuer ce voyage, donc évoquer le passé, le présent et le futur. Donc je m'adresse d'abord à vous, Jean-François Coulet. Vous avez soutenu une thèse de l'histoire des représentations. Vous avez notamment finement étudié l'avènement du dessin moderne d'architecture à la Renaissance. Il était, selon vous, à cette époque, question d'un nouvel ordre mathématique, et j'ai pour vous une question un petit peu vertigineuse, et j'espère que vous aurez une réponse efficace, à savoir quels seraient les parallèles que vous oseriez faire entre une situation passée et une situation actuelle, entre cet avènement d'un ordre mathématique et l'avènement d'un ordre numérique. Merci pour la question. Vertigineuse. Non, c'est que, disons que les mutations importantes que connaît le chantier et que connaissent l'architecture et la construction aujourd'hui, on n'a pas forcément une visibilité très claire sur les décennies à venir. Et il est utile de prendre un petit peu de recul avec le temps long de l'histoire en regardant ce qui s'est passé effectivement pour faire très rapidement, entre le XIIIe et le XVIIe siècle, au moment où le dessin moderne d'architecture, je parle du géométral, je parle effectivement l'utilisation d'un système de numération décimale est arrivé, parce que je rappelle quand même qu'avant le XIIe siècle, on construisait à partir de systèmes de numération fractionnelle, que l'architecte était en permanence sur le chantier, il faisait partie de la corporation des maîtres maçons, et donc que tout le rapport entre la conception et l'exécution, le rapport entre le bureau de design, comme on l'appelle aujourd'hui, et la réalisation concrète du bâtiment était sur un mode complètement différent. Et donc la question que j'ai posée effectivement dans mes recherches, c'était quelles ont été les étapes et qu'est-ce qu'il a fallu pour que l'ordre mathématique, ce que j'appelle l'ordre mathématique, c'est cet ensemble de conditions, un système de numération, des unités de mesure relativement unifiées qui puissent communiquer entre les différents acteurs, le fait que tous les acteurs, depuis la conception jusqu'au chantier et tout corps de métier confondu, parlent ce même langage. Toutes ces conditions ont mis très très longtemps à se réaliser, à se réunir dans cette mutation, je l'ai dit, plusieurs siècles. Donc aujourd'hui, je pense que la question du numérique peut aussi se regarder de ce point de vue-là sur comment un ordre numérique peut s'imposer à tous les acteurs du chantier ou de l'acte constructif, depuis la conception jusqu'à la réalisation, la livraison et même la maintenance. Est-ce qu'ils partagent le même langage? Alors là, on pourrait rentrer dans différents niveaux du langage numérique, mais c'est peut-être pas l'objet de le faire maintenant. Qu'est-ce que ce véhicule, cet outil de représentation change finalement au rapport entre les acteurs, à l'économie du chantier et aux formes construites, effectivement. Voilà. Donc, juste aussi, pour finir, le dessin moderne d'architecture, quand il est apparu à partir du XIIIe, XIVe siècle, a permis à deux traditions très anciennes qui étaient totalement imperméables l'une à l'autre, à savoir la géométrie savante qui était enseignée dans les abbayes et qui était le domaine des clercs, une géométrie savante héritée des savoirs grecs, qui ne parlait pas du tout avec la géométrie constructive qui, elle, était transmise de bouche à oreille de maître en apprenti sur les chantiers, dans les loges. Et ces deux traditions de transmission de savoir et de connaissance de la construction qui reliaient la conception et le chantier, l'essentiel, l'intelligence du chantier, beaucoup de décisions de conception se passaient sur le chantier. Le dessin, l'avènement du dessin, a permis à ces deux traditions de se rencontrer et de se réunir. Voilà. Et paradoxalement, à partir de cette époque-là, on a vu aussi une séparation, une coupure entre le travail de conception et le travail d'exécution, dont on a pu penser qu'aujourd'hui le numérique allait être le point d'orgue, c'est-à-dire
la séparation complète, puisque l'architecte n'a plus forcément besoin d'aller sur le chantier. Et Marc Mimram, tout à l'heure, a montré tout à fait que c'était exactement le contraire qui se passait. C'est ça qui est très très intéressant, c'est que le virtuel nous rapproche au contraire du réel par toutes les nouvelles possibilités d'interaction directe entre la conception et la fabrication. Donc le passé nous livre ses enseignements, le présent aussi. Je me tourne vers vous, Africa Garcia. Vous avez, donc je l'ai rappelé en introduction, vous êtes ingénieur et vous avez notamment brillamment travaillé sur ces spectaculaires voiles de verre de la Fondation Louis Vuitton. La caricature voudrait volontiers qu'on associe cette architecture à une architecture computationnelle. Or, il m'a laissé entendre dire que vous avez également travaillé avec des outils plus traditionnels. Autrement dit, à la conception digitale, s'est superposé aussi un travail au crayon et qu'aux écrans, vous avez imprimé des screenshots sur lesquels vous avez rageusement barbouillé de feutre, de stylo feutre. Alors, que pouvez-vous nous dire de cette expérience sur ces voiles et sur cette rencontre entre des outils traditionnels et des outils numériques? Ouf. Et en fait, la présentation qui a été faite m'a rappelé effectivement cette expérience parce que je dirais que dans le processus de conception, c'était au contraire. Ça commence par une maquette réelle, donc à laquelle effectivement on applique un matériau. Donc forcément, on est quand même contraint par ce que le matériau nous permet de faire et qui permettait à Monsieur Franck Gris. Et donc, on part déjà des limites qui sont imposées par la matière. Mais néanmoins, c'est un travail manuel et qui est travaillé, sur lequel il y a beaucoup d'évolution et dans lequel il y a des imperfections qui viennent du processus de travail. Cet élément-là, il est transformé en numérique et on commence à se rapprocher du réel. Donc, les imperfections qui ont été réalisées dans le travail manuel, il faut commencer à les retrouver, à les gommer. Et ce travail-là, qui est un travail de maquette, il faut le transformer en construction réelle. Et donc, je dirais que il y a déjà ça commence par la main de l'homme, par le travail traditionnel. Le numérique est un outil qui nous permet de comprendre l'objet. Et après, ça revient à l'humain de nouveau, parce qu'il y a d'un côté l'intention architecturale de quelle est la matière qu'on veut imprimer à ces voiles, qui n'était pas au début, en tout cas c'était un questionnement, c'était pas donné d'emblée que c'était du verre. Donc il y a un rapprochement logique entre quel est l'objet, comment il a été fabriqué, quels sont les matériaux actuels qui peuvent s'appliquer. Donc, par exemple, il avait été évoqué le faire des coussins gonflables en ETFE parce qu'il y avait néanmoins une ambition de transparence ou d'aspect cristallin. Et après, on est revenu au verre. Et ça, c'est un travail, je dirais, qui est l'humain qui doit le faire. Et il reste néanmoins savoir, même si on a choisi le matériau, ce qui est possible de faire avec le matériau. Donc c'est pareil, ça. Et le fait d'avoir l'outil numérique nous permet de comprendre quelle est la géométrie, de pouvoir éventuellement de comprendre mathématiquement s'il y a une mathématique derrière ça. On savait que les verrières avaient été faites à partir du papier, donc on savait que c'était une surface développable. Mais après le scan 3D, la transformation numérique, les limites propres des matériaux, la taille qu'on peut utiliser pour n'importe quel matériau, ça détermine aussi comment ça se met en œuvre dans le bâtiment. Et donc on a cette surface-là qui est numérisée et qu'il faut appliquer à un matériau réel.
Donc on s'est dit c'est une surface développable, mais l'appliquer à la géométrie qui est donnée n'est pas une solution triviale, c'est pas évident. Donc il y a eu un traitement informatique qui permettait d'optimiser la géométrie de chaque morceau de verre pour le faire constructible. Et peut-être pour revenir au dessin, c'est que il y a une logique de construction, des détails, qui permet d'appréhender comment le matériau se comporte, comment il se comporte un panneau par rapport au panneau adjacent. Il faut prendre en compte ce qui est fabricable. Donc il y a toujours de l'erreur, il y a toujours des tolérances, il y a toujours tout ça, et dans le numérique c'est quelque chose qui n'existe pas, et c'est quelque chose qui s'introduit par le dessin, qui s'introduit par la réflexion, qui s'introduit par l'expérience du chantier, par la discussion avec les acteurs de fabrication. Donc, après tout ça, pour résumer rapidement, donc on est allé d'une forme qui était donnée par une maquette, une numérisation de cet élément, une optimisation pour faire revenir à une forme cylindrique qui est revenue de la discussion avec des fabricants de verre qui connaissaient des nouveaux outils qui permettaient de faire des cintrages cylindriques et une réflexion de comment on pouvait faire, et donc à la fin un détail qui permettait de rattraper les différentes tolérances, les différentes choses et donc de pouvoir le construire. Et effectivement ce qui nous a donné le numérique, c'est pouvoir comprendre le matériau, comprendre l'ouvrage, et se dire qu'on était capable de traiter toutes pièces différentes en faisant un traitement quand même industriel. Donc on n'était pas c'était impossible de penser qu'on allait construire toutes les pièces différentes avec des méthodes peut-être plus traditionnelles, et du fait de la diversité de géométrie dans laquelle il n'y a aucune pièce qui est pareille, ce n'est pas possible s'il n'y a pas du numérique, de l'industrialisation, de la robotisation. Donc on est revenu de façon directe à une logique économique qui imposait l'industrialisation du processus de fabrication. D'accord, mais l'outil traditionnel, vous l'avez utilisé après l'outil numérique ou pas du tout ? Le dessin ? Oui, le dessin au crayon. Complètement. Les dessins crayon, les maquettes après numérique, et il y a rien qui est fait de la conception dans le numérique. D'accord. C'est fait dans le papier et transformé. Donc, disons que la conception d'un détail s'est fait sur du papier avec un croquis. Et l'outil numérique permet de valider l'adaptation d'un détail à toute configuration géométrique. D'accord. Mais la conception, elle est faite à la main. C'est un préalable. Oui. Travailler à la main est un préalable. Alors, dans vos travaux, Jean-François Coulet, vous évoquez le retour paradoxal vers le réel. Alors là, on parle peut-être de l'outil traditionnel vers l'outil numérique, mais que pensez-vous, de quoi s'agit-il quand vous évoquez effectivement ce retour paradoxal vers le réel? Puisque là, on voit qu'on a une partie du chemin, mais vous, dans vos travaux, vous pensez à un retour. Alors, en fait, oui, l'image qui est associée traditionnellement aux outils numériques, je dirais d'une manière plus générale à la virtualisation de la société, c'est un monde de non-présence, un monde où on est finalement détaché du réel, puisque la représentation ou l'outil numérique nous sert de médiation entre nos corps et nos esprits et le réel. Et c'est vrai dans beaucoup de domaines, effectivement. Nos usages des smartphones en témoignent, par exemple, dans beaucoup de cas. Mais dans le cas de la construction, les outils de fabrication directe, de prototypage rapide, de fabrication directe par la robotique de maquettes à l'échelle 1, tout ce qu'on voit qui se passe dans les écoles, et nos collègues de STA pourraient en parler beaucoup plus
précisément que moi. Ce qu'on voit, c'est justement un outil qui peut potentiellement, alors là je parle un petit peu de manière prospective, dans les décennies qui viennent, nous affranchir de ce support de représentation qui, encore une fois, a seulement 4 siècles d'existence, qui est le dessin prescriptif. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de figer une forme, de la représenter selon des codes de représentation extrêmement normatifs, avant de passer, je dirais, au-dessus du mur, le document de conception à la réalisation. Aujourd'hui, on a un rapport à une économie de la pensée conceptuelle, de la forme et des matériaux, à travers ces outils, qui est beaucoup plus direct. C'est ça que je veux dire par rapprocher du réel. Alors, je ne sais pas si c'est ce que voulait dire Marc Mimram tout à l'heure, mais il m'a semblé que quand il utilisait ces termes le chantier devient la condition même de la pensée du projet, je me retrouve assez bien dans cette expression. Emmanuel Di Giacomo, comment réagissez-vous justement à ce retour paradoxal vers le réel ? Je pense qu'il n'a jamais disparu finalement, puisque toutes les nouvelles approches numériques n'ont pas de toute façon de sens sans le métier originel de l'architecte ou de l'ingénieur. On ne peut pas imaginer se servir de processus extrêmement évolués comme le BIM ou le Generative Design ou l'intelligence artificielle sans qu'il y ait de l'humain derrière. Ça a été très bien exprimé d'ailleurs par Marc Mimram, qui expliquait que finalement, grâce à toutes ces nouvelles approches numériques, on est capable de construire et d'imaginer ce qu'on n'aurait pas du tout imaginé peut-être il y a quelques années. Donc les deux, pour moi, sont indissociables. Je ne pense pas que ce soit les outils qui fassent l'architecture. Les outils sont un moyen. Vous pouvez être sur la rigidité de l'architecture et sur l'évolution ou l'innovation d'un outil ou sa possibilité de dessiner des formes extrêmes. Vous pouvez dessiner des bâtiments complètement minimalistes. On le voit au travers d'exemples comme par exemple Brunelson Architecture, qui sont des experts du minimalisme en architecture. Ils utilisent des outils extrêmement évolués. Alors effectivement, vous avez l'inverse, vous avez des Calatrava ou des Hadid qui utilisent des outils extrêmement évolués, qui font des formes extrêmement poussées, ou Mad Architect. Ce qui est extrêmement important, c'est tout le savoir de l'architecte, son expérience, l'histoire. Par rapport à ce que vous disiez au début, je pense que ce que le numérique apporte aussi, ce qui est extrêmement important, c'est le pouvoir qu'il va apporter à chacun des métiers, que ce soit l'architecte, l'ingénieur ou l'entreprise. On sent actuellement justement qu'il y a une volonté de s'approprier ces nouvelles approches et ces nouvelles technologies pour justement avoir le pouvoir sur le projet. Et Philippe Ram, ce pouvoir aussi du logiciel, du programme informatique, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce... Êtes-vous critique par rapport à ça ou pas ? Moi, je pense réellement, effectivement, qu'on est les otages de l'outil, en fait. C'est-à-dire que je crois que... c'est-à-dire si on regarde un peu directement et réellement les formes dans l'histoire, on se dit, mais c'est quand même... En réalité, c'était l'outil qui a poussé à ça. Et effectivement, même Franck Gehry, on sait qu'il y a ces deux. Il y a tout d'un coup le scannage qui fait que quand il a voulu faire son poisson à Barcelone, il n'arrivait pas à faire ses formes et il a pu effectivement scanner et transformer ça ensuite en facettes pour qu'elles soient ensuite en petits éléments qu'on peut facilement construire. Et donc, ces formes-là sont directement issues. Je pense que c'est à un moment donné l'intelligence de comprendre la réalité de la construction ou des outils, parce que c'est comme le Corbusier, c'est-à-dire qu'au moment où on invente l'acier et le béton armé, il faut 50 ans avant que le Corbusier dise mais on est complètement idiot de faire des apparences de bâtiments comme s'ils étaient en pierre, alors que derrière c'est construit complètement différemment. Et lui il dit non, en fait on n'est plus obligé d'avoir des murs porteurs, on peut avoir voilà, donc le langage moderne est une pure intelligence. Enfin simplement il faut
Parce que je crois qu'il y a une inertie, c'est comme il y a un moment où on continue à faire comme on faisait avant avec des nouveaux outils. C'était comme quand AutoCAD est arrivé, les architectes, ils ont commencé à faire comme les bâtiments, enfin, ils faisaient le plan et la coupe. En fait, l'histoire raconte, enfin, c'est Alessandro Zairapolo de Foreign Office Architect, il raconte tout à fait, à un moment donné, il disait, mais nous, on s'est dit, on commençait à travailler avec l'informatique, on s'est dit, mais pourquoi on fait toujours des plans et des coupes alors qu'en fait, on fait aussi en 3D, puisqu'on faisait des images, et il dit, mais en réalité, il n'y a plus de différence aujourd'hui entre le plan et la coupe, on fait directement, et ça a donné toutes ces formes, un peu comme le café Beaubourg, le café dans le centre Pompidou, là, comme ça, c'était toutes ces formes-là qui sont simplement la compréhension qu'à un moment donné, avec ces nouveaux, avec AutoCAD, on n'est plus obligé de faire un plan et une coupe, que tout est lié, quoi. On peut le faire directement en 3D. Et donc ça a donné tous ces projets très caractéristiques de 1995 à 2000, comme ça, avec tous ces plans continus. Donc moi, je crois qu'on exagère notre importance en tant qu'auteur. Et je crois, contrairement à ce que vous dites, je crois qu'on est complètement les otages de l'outil. Et l'outil n'est pas du tout à notre service. Ça, c'est l'outil qui invente. C'est la même chose en musique. La musique romantique, on dit, c'est un changement de l'archet qui a commencé à faire ces grandes durée de violon, effectivement c'est les séquenceurs qui ont fait la musique techno. Enfin, si on regarde un peu l'histoire un peu réellement, c'est très souvent les outils, la technique qui fait que les choses se font d'une certaine manière. Et pourquoi aujourd'hui on revient à une forme de minimalisme aussi, effectivement, puisque la tendance n'est plus de faire ces blobs compliqués, c'est parce qu'il n'y a plus d'argent pour les construire. Donc c'est effectivement là, on est otage maintenant de la crise financière qui fait que tout d'un coup on refait des choses très simples et bon marché. Donc je pense qu'en tant qu'architecte, à un moment donné, je crois que le fait de penser qu'on est des artistes et après qu'il y a les outils pour réaliser notre vision, c'est un mensonge incroyable. Alors je sens qu'Emmanuel Giacomo, vous souhaitez réagir. Oui, parce que ça ne correspond pas du tout à la réalité. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur des technologies 3D et un petit peu en partie 2D. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que quand AutoCAD est arrivé, effectivement, comme le disait mon voisin, on est revenu à la préhistoire de la conception architecturale. Et contrairement à ce que vous dites, ça fait plus de 30 ans que les gens travaillent en 2D et qu'on ne travaille pas du tout en 3D. Nous, on le voit avec nos outils. On a un retour d'expérience sur ce que les gens font. Effectivement, ils utilisent les outils 2D uniquement en 2D. AutoCAD, effectivement, vous pouvez faire de la 3D, mais la réalité des faits, c'est que pendant plus de 30 ans, justement, il y a eu ce retour en arrière. Il y a une trentaine d'années, il y avait des technologies performantes la plupart du temps sur système Unix et sur Mac. Donc des technologies 3D du type Computer Vision, ou Architrion, ou ArcPlus, qui étaient les précurseurs, effectivement, de l'intelligence amenée au métier des architectes. Cette intelligence a sombré totalement avec l'arrivée d'outils comme AutoCAD, il faut le dire, et à cause d'outils de ce type-là, à cause du PC. Et effectivement, on a vu les architectes qui autrefois étaient extrêmement avancés de ce point de vue-là, revenir vers une pratique finalement assez traditionnelle, où on transposait ce qu'on faisait autrefois sur la table à dessin sur un ordinateur. La 3D comme vous l'entendez. Et le BIM, comme on en parle actuellement, ça fait à peine 10 ans que ça commence à exploser, mais même pas. Moi, je peux vous dire que le taux d'adoption des technologies 3D et du BIM dans les agences d'architecture, il est aux alentours des 30%. Donc on ne peut pas dire que c'est l'outil qui fait qu'on fait l'architecture de ce type-là ou de ce type-là. Zadig, qui a fait des bâtiments extrêmement évolués depuis plus de 20 ans, ils ont toujours utilisé au début, effectivement, des technologies 2D. Effectivement, ensuite, ils ont utilisé des technologies qui étaient utilisées dans le domaine de l'aviation, de l'aéronautique. On a parlé de la Fondation Louis Vuitton avec Franck Gehry. Alors, effectivement, ça a permis d'aller vers d'autres typologies de formes. Mais ça représente peut-être 3% de la production architecturale. Oui, je faisais une histoire très grosse, ouais. Comme ça, mais je suis d'accord. Non, je voulais pas me focaliser sur le programme lui-même AutoCAD. Enfin, c'est pas AutoCAD, ouais. C'est le process dont vous parlez. Dire que les architectes travaillent, que c'est à cause des outils 3D depuis, par exemple, une trentaine d'années, leur avènement, qu'on fait des bâtiments qui ont cette morphologie-là.
C'est totalement faux. Moi, je crois que c'est... Bon, on ne vous mettra pas d'accord à mon avis, mais quelles sont les évolutions des outils numériques à venir, selon vous, Emmanuel Di Giacomo ? Alors, ce qu'on perçoit et ce qui est une réalité, ce qui a été d'ailleurs présenté dans votre avant-propos, c'est l'utilisation de plus en plus intensive de la simulation, que ce soit la simulation de performance énergétique ou de performance structurelle. On voit aussi l'utilisation d'approches extrêmement puissantes et innovantes comme le generative design ou le computational design, ou des outils de modélisation de forme justement extrêmement puissantes, et l'association de cette phase de conception avec justement tout le volet construction, où on voit une véritable industrialisation du chantier, comme l'a indiqué Marc Mimram tout à l'heure, et une véritable convergence finalement entre les phases de conception et les phases de construction, et une volonté d'accélérer, d'automatiser la production sur le chantier et de maîtriser tous les aspects pour éviter effectivement les erreurs qui sont le fruit justement de l'utilisation d'approches CAO classiques qui amenaient à énormément d'erreurs. Hélène Peskin, j'ai une question pour vous qui est teintée de complotisme. Qui sont les instigateurs de cette transformation et de ce nouvel ordre économique ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est les grands groupes ? Et surtout, quel est le rôle des pouvoirs publics aujourd'hui dans ce grand changement ? Alors, avant de répondre à votre question, d'abord, je m'excuse parce que je suis très enrhumée. Je voulais rebondir un peu sur les échanges précédents. Oui, bien sûr. Effectivement, moi je rejoins plutôt ce que disait M. Di Giacomo. Je crois que le numérique, et quelles que soient ses évolutions, et d'ailleurs les instruments sont d'abord des outils pour la création architecturale, et techniques ou technologiques issus des différents métiers qui ont été mentionnés jusque-là dans l'acte de construire. Donc je pense que c'est d'autres contraintes qui font la forme et la fonction d'un bâtiment. On a très peu parlé des usages, mais en réalité, nous qui travaillons essentiellement sur la conception de logements, puisque historiquement le plan construction était plutôt lié à cette question de l'évolution de la forme et de la performance des logements, on voit bien qu'on ne peut pas mettre un lit carré dans une pièce ronde, donc au bout d'un moment, il y a aussi autre chose que le T et l'équerre qui fait que le bâtiment il prend la forme qu'il prend, il est inscrit dans un tissu urbain, il a des obligations effectivement de modèles économiques qui font qu'il finit par, pour un certain nombre de contraintes, et qui sont des contraintes qui font le métier même de l'architecte, par avoir une certaine forme. Donc moi je ne crois pas non plus que les instruments soient complètement, enfin en tout cas que les concepteurs soient complètement l'otage des instruments. Ils sont un peu l'otage, ou en tout cas ils servent une fonction, ça c'est sûr, parce qu'on n'est pas dans Minecraft. À un moment donné, le bâtiment construit, une fois le chantier réalisé, il faut qu'il serve à quelque chose. Et puis, ils sont en partie l'otage d'un certain nombre de contraintes liées aux matériaux, effectivement, ça a été dit, qui ne peuvent pas tout faire et ne peuvent pas tout supporter. Et je crois que c'est, pour revenir à votre question, une des évolutions fortes des nouveaux outils numériques, c'est justement de mieux relier la capacité pour un concepteur à utiliser toutes les opportunités offertes par un matériau, et donc pour répondre à un usage, parce qu'il a beaucoup plus de souplesse à transformer dans sa conception, ou en tout cas à choisir, y compris avec son maître d'ouvrage d'ailleurs, le matériau ou la forme finale de son bâtiment. Et il peut rentrer dans une concertation beaucoup plus longue jusqu'à la phase chantier, sur l'aspect final et la forme finale de son bâtiment. Alors pour répondre à votre question sur le rôle des pouvoirs publics, le plan construction, ça a été un peu mentionné jusque-là, a une histoire moins longue que celle que vous mentionniez tout à l'heure, mais quand même déjà relativement longue. Elle est justement issue de l'histoire de la reconstruction qui a généré à la fois une frustration du côté des architectes, un peu du côté des maîtres d'ouvrage du logement en particulier, liée à cette question des modèles et de l'industrialisation de la construction. Et donc on a cherché à créer un organisme qui était plutôt dans la recherche et l'anticipation de ces nouvelles formes de logement en particulier, qui était le plan construction dès les années 70. Et puis, les années avançant, il a été fusionné avec un autre plan de l'administration du plan qui s'appelle le plan urbain, et donc il a aujourd'hui ces deux dimensions, construction et aménagement urbain, qui font que tous nos travaux d'expérimentation essayent de cibler aussi les deux échelles. Et la numérisation, alors on l'appelait à l'époque, je crois, l'informatisation du bâtiment, a depuis plusieurs dizaines d'années, je pense que M. Giacomo le sait mieux que moi,
était un des sujets du PUCA en tant qu'un instrument qui fait évoluer le métier, les différents métiers d'ailleurs de la chaîne de la construction. Et aujourd'hui encore, et c'est là où je voulais en venir, le plan en tant qu'organisme de recherche du ministère de la Construction fournit des outils issus des applications numériques qui émergent au jour le jour à des maîtres d'ouvrage pour les aider à se saisir de ces nouveaux outils. Donc on est plutôt dans une relation finalement de démultiplication d'outils innovants dans la maîtrise d'ouvrage et dans la chaîne de la construction. Pour être plus précis, donc on a un programme qui s'appelle Maquette numérique, qui nous permet de sélectionner avec un certain nombre d'experts des applications BIM, soit en conception, soit en gestion de chantier, soit en entretien maintenance, soit d'ailleurs des suites d'applications avec des fournisseurs d'applications, qui peuvent être d'ailleurs des filiales de grands groupes, qui le sont assez souvent, de grands groupes de la construction, type Bouygues, Vinci, Eiffage, qui eux-mêmes développent leur propre service BIM. Et à partir de cette sélection d'outils qui répondent à un certain nombre d'objectifs fixés par le PUCA, notamment de réduction des coûts de chantier, de facilitation de prise en main du bâtiment à l'issue du chantier, etc., on propose à des maîtres d'ouvrage qui sont la plupart du temps des bailleurs sociaux, mais plus largement des maîtres d'ouvrage publics, mais ça peut être aussi pour des équipements, d'utiliser, enfin on leur facilite l'accès à ces applications, c'est-à-dire on les aide à les prendre en main. Ils s'engagent de leur côté à participer à un rapport d'évaluation de l'utilisation de l'application, et donc on a ce qu'on appelle, nous, un programme d'expérimentation de l'outil, et pas de mode constructif en l'occurrence dans ce programme-là, qui nous permet d'évaluer si oui ou non il y a des effets pervers de ces outils, ils n'ont pas trouvé leur cible, par exemple si on questionne le coût, les gains économiques liés à l'utilisation de logiciels BIM dans la phase chantier, on se rend compte qu'à l'expérience d'une trentaine d'opérations aujourd'hui, ils ne sont pas si évidents que ça et que ce n'est pas forcément là qu'on aura la principale plus-value. Par contre, dans la flexibilité que ça donne à un maître d'ouvrage à faire évoluer avec son concepteur ou l'entreprise son projet pour répondre soit à des besoins nouveaux, soit à une attente par exemple des habitants, ça peut avoir une valeur vraiment nouvelle et intéressante et éviter après des coûts ultérieure de modification du projet une fois réalisé. On voit aussi que dans la manière dont le maître d'ouvrage se saisit du coup de sa capacité à construire son programme, à comprendre son bâtiment, finalement, ça peut aussi avoir des vertus parce que la visualisation 3D finalement est beaucoup plus facile à prendre en main que les plans et les coupes dont on parlait tout à l'heure. Évidemment, on rentre dans le bâtiment, alors de plus en plus même maintenant avec les lunettes, carrément on visite son bâtiment, on fait visiter son bâtiment à un certain nombre des acteurs du projet, y compris les collectivités ou les élus. Et donc, ça, d'une certaine manière, ça rend plus mature le maître d'ouvrage par rapport au produit de sortie, tout en ne le transformant pas lui-même en concepteur. Je pense que c'est important de le dire aussi pour les étudiants. C'est pas parce que on comprend mieux comment fonctionne un bâtiment grâce à ces outils qu'on devient soi-même un concepteur de bâtiment. Ça ne mélange pas les métiers pour autant, et je pense que chacun garde avec le BIM son rôle dans la chaîne de la construction. Bon, je l'ai dit rapidement, ça permet aussi au maître d'ouvrage de beaucoup mieux anticiper les questions d'exploitation à l'issue du chantier. Et ça, dans le modèle un peu de la transition écologique dont on parlait tout à l'heure sur un cycle de vie long, c'est aussi très important de commencer à anticiper plus en amont les coûts d'exploitation. Et à l'inverse, les facilités que peuvent apporter des modes de conception à certaines. Mais alors vous évoquez par exemple cette question de la maîtrise. J'aimerais rebondir un peu sur ce sujet-là et la question du pouvoir. Tout à l'heure, Emmanuel Di Giacomo, vous parliez d'un pouvoir partagé. Néanmoins, il y a une prise de décision qui existe et c'est la personne qui a le pouvoir qui prend cette décision. J'aimerais un regard historique sur cette notion de pouvoir, en tout cas en architecture. Est-ce que Jean-François Coulet, vous pouvez nous en dire davantage ? En fait, le dessin moderne d'architecture a été le médium, l'outil par lequel l'architecte s'est érigé de son statut de ars manualis sur le chantier avec les maîtres maçons au stade de ars liberalis. Donc ça a été une sorte de promotion sociale, on pourrait dire aujourd'hui, qui lui a donné un pouvoir considérable. Et l'épisode de Brunelleschi que tu as évoqué, Philippe, est absolument exemplaire à ce niveau-là. On pourrait évoquer aussi beaucoup d'autres exemples, comme celui de la cathédrale de Milan, où il a été fait appel au bout de quelques décennies de travail sur le plan, et on avait commencé à poser les fondations, mais pas encore pris la décision et surtout le mode de décision pour calculer l'élévation de la cathédrale. On a fait appel non pas à un constructeur, mais à un mathématicien.
du nom de Storna Loco et qui a introduit de nouvelles méthodes pour calculer les figures géométriques qui allaient permettre de... Donc c'est Joël Sakharovitch parlait d'inversion de la pensée constructive, une pensée qui, au moment du passage du roman gothique, partait du sol et montait vers le ciel, à une pensée inverse, une pensée du haut vers le bas. Et je pense que la question du pouvoir est très, très liée à ces mutations finalement qui associent à la fois les outils, les modes de représentation, les techniques constructives. Également, Sakharovitch avait très bien montré comment l'invention de la géométrie projective était très liée à l'évolution des techniques de taille de pierre et d'organisation plus générale du chantier. Peut-être que notre ingénieur aurait un avis sur cette question du pouvoir. Est-ce que le pouvoir est à l'architecte? Est-ce que le pouvoir est à l'ingénieur? Est-ce que le pouvoir partagé est un idéal ou une lubie? Pour moi, en tout cas dans le cadre du bâtiment et dans comment on pratique nous la construction, on est tout à fait d'accord pour le partage, mais le pouvoir devient à l'architecte. Donc il y a des moments où la technique devient tellement prenante que ça se fait ensemble, c'est évident. Mais ce qui importe, c'est le résultat final, et celui qui a le regard, c'est l'architecte. Donc on essaye de mettre à service de la vision du bâtiment notre connaissance et par un partage des contraintes et des réalités des constructions. Donc pour moi, en tout cas, le pouvoir deviendrait plutôt à l'équipe de maîtrise d'œuvre qui fait le projet, mais qui est guidée par l'architecte. Je voulais quand même dire une chose sur le numérique, parce que dans tout ce qu'on parle, j'ai les valeurs et la valeur ajoutée de la 3D, des nouveaux méthodes numériques, elle est clairement inestimable. Ça nous permet de faire des choses nouvelles, de mieux comprendre. Par contre, sur le fait de la 3D à la construction, moi, je crois pas du tout. Et je dirais que ça me fait même un peu peur, parce que et je pense que ça rejoint. Je dirais qu'il y a une question sur qu'est-ce que ça veut dire le numérique dans le chantier lui-même. Mais construire et appliquer des matériaux, des produits dans une 3D, ça permet des visualisations, mais ça, ce n'est pas construire. Et construire, c'est beaucoup plus compliqué. Et faire que quelque chose marche, c'est pas dans la 3D. Et ça passe pour moi par la 2D et par la compréhension de ce qu'on fait. Et une 3D, elle est parfaite. Elle est parfaite, les distances sont parfaites, tout est parfait. Et ça, c'est pas à construire. Et comment on va faire, comment on introduit ça dans le projet, et comment on introduit, qu'on fait passer ça de la 3D à la 2D, ça, pour moi, en tout cas, c'est une question. Et donc, nous, on continue de toute façon à retranscrire la construction par la 2D, même si la coordination et la représentation se fait en 3D. Et je pense qu'il reste encore, qu'est-ce qu'on va réussir à faire, qu'est-ce que le numérique va pouvoir apporter dans la construction, dans le site du chantier. Donc je pense que c'est acquis par la conception, c'est acquis par la maîtrise d'œuvre, c'est acquis énormément pour les bureaux d'études des entreprises, mais comment ça arrive après sur le chantier en soi, ça, je pense qu'il y a encore un gros chemin à faire, et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, et c'est là, je pense, où il y a beaucoup de choses à gagner. Alors, juste une question sur le chantier. Est-ce que le chantier est encore un espace de création ou pas? Je ne sais pas qui veut répondre. Mais... Moi, je voulais juste rapidement rebondir, parce que j'allais dire exactement la même chose. En fait, nous, on constate ça aussi dans notre programme d'expérimentation, cette souplesse nouvelle, cette liberté de création qui est offerte par l'outil, y compris dans la relation entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, qui est assez nouvelle finalement, parce qu'il y avait une espèce de relation plus rigide
issue aussi des différentes missions de la loi MOP sans doute, mais elle ne se retrouve pas du tout à la phase chantier. Et effectivement, un des écueils, en tout cas, un des constats qu'on fait sur les opérations lancées aujourd'hui dans notre programme BIM, c'est qu'en phase chantier, on perd toute cette souplesse et cette flexibilité. On perd d'abord parce qu'il y a des questions de sous-traitants, d'entreprise générale qui s'est adapté aux outils, mais pas ses sous-traitants. Et puis parce qu'on ne sait plus justement gérer cette espèce de rigidité de l'outil qui fait qu'une fois qu'on est face à un caillou et qui n'était pas prévu sur le dessin, personne ne sait comment gérer ça. Donc, soit il faut que les outils s'adaptent à cette phase chantier pour que les aléas soient mieux pris en compte et qu'on puisse utiliser la richesse du numérique pour répondre à ces aléas, soit effectivement on est face à encore de fortes difficultés avant de généraliser dans la phase chantier la maquette numérique au sens où on l'utilise dans la phase conception. Nous, on le constate sur la plupart des opérations qu'on fait. Philippe Ram, vous vouliez souhaiter réagir? Oui, peut-être que ce que vous dites sur la maquette numérique, c'est un peu la même chose sur les appels d'offres et les réponses d'appels d'offres. Nous l'expérience qu'on a à Taïwan, c'est, en fait, on a fait tous les tender drawing, donc tout le marché public est parti, comme ça, avec tous les dessins d'exécution. On était très précis dans tout ce qu'on a fait. Et à partir de là, en réalité, d'une certaine manière, on n'a plus rien, on a le droit de toucher à plus rien. C'est-à-dire que si on change un mur durant le chantier, en fait, on fait du design change, on a des pénalités. C'est-à-dire, donc on ne peut plus rien faire. En réalité, on arrive dans un moment où nous, même si par exemple on voulait supprimer quelque chose et gagner je ne sais pas, 50 000 euros, en réalité, on ne pouvait pas le faire parce que nous-mêmes on perdait des honoraires, ça créait une chaîne de complications puisqu'on était en bloqué qui faisait qu'on ne pouvait plus rien faire. Il n'y avait que les seules choses où on pouvait faire, c'est quand le client faisait des demandes de changement ou quand il y avait quelque chose qui était effectivement pas là sur le dessin ou qui avait une espèce de flou. Mais sinon, le danger un petit peu actuel, c'est effectivement d'avoir ces documents faits pour l'appel d'offres et qui sont les documents. On n'a presque plus besoin de l'architecte. L'architecte est là juste pour vérifier si il a bien positionné par rapport au plan le mur et c'est le plan qui fait référence et tout se réfère à ça. Et donc ça aussi, pour donner un exemple. Toyo Ito qui a fait l'opéra de Taichung dans la même ville que nous on fait le parc, lui il a perdu quasiment tous ses honoraires en design change. C'est-à-dire après il s'est refait parce qu'il a construit 2 tours à côté dans la même ville qui lui ont redonné de l'argent, mais il a perdu quasiment tous ses honoraires en design change parce que sur le chantier il a voulu changer des choses. Donc ça c'est un peu une complication un peu administrative. Emmanuel Di Giacomo. Oui, je souhaitais rebondir par rapport à ce que vous avez mentionné. Bon, d'abord, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'en France, on est sur un marché donc extrêmement atomisé. On l'a dit tout à l'heure, où on a des entreprises qui ont à peu près une taille d'1 à 4 salariés. La numérisation pour les TPE, PME du BTP est extrêmement difficile. Je pense aussi qu'il ne faut pas réduire le BIM et toutes les nouvelles tendances à la 3D, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu ces nouvelles approches, ils sauront qu'il y a la 4D, donc qui est le temps, qui est la 5e dimension, qui est le coût, les quantités. Et je peux vous dire une chose, c'est que la 4D, la 5D, je vous parle même pas de la 6D, la 7D, la 8D, la sécurité sur le chantier, c'est déjà utilisé. Il y a des personnes ici de chez Vinci, de chez Bouygues, etc. Je peux vous dire que le BIM arrive sur le chantier, il est utilisé. Tout dépend de la valeur qu'on y met, de la manière dont on l'implémente. Chose très simple, par exemple, les petites cabanes de chantier digitales qu'on voit apparaître de plus en plus un peu partout. Vinci, notamment, a développé des prototypes qui sont assez intéressants, où on peut consulter des plans aussi bien en 2D qu'en 3D. On sait que le BIM, le premier avantage du BIM, c'est la communication du projet, ce fameux échange entre les architectes, les ingénieurs et les ouvriers sur le terrain. Donc faciliter la compréhension de ce qu'on doit construire, ça c'est une réalité. Je pourrais prendre des exemples beaucoup plus vieux, comme les Jeux Olympiques à Londres. Avant d'installer une charpente ou avant de la finaliser, on fait un scan avec des drones ou avec un laser et on vient contrôler entre la maquette BIM et la charpente virtuelle qu'on est capable de la positionner au bon endroit. Ça, c'est une réalité.
l'assistance positive pour les ouvriers sur le chantier, à savoir, plutôt que de porter des lourdes charges, utiliser des exosquelettes sur les chantiers, c'est pas de la science-fiction, ça existe. Des robots qui vous permettent grâce à des systèmes de visée laser et des systèmes qu'on appelle du point layout en langage anglo-saxon, où on vient charger les données des maquettes BIM, qu'on vient projeter à l'aide de systèmes laser directement sur le chantier, c'est une réalité. On n'en est plus à tirer un bleu, on le fait encore, mais un fil au bleu pour positionner les choses, sinon on n'arrivera pas à faire ce qu'on fait. Dernier exemple, alors effectivement, on a aussi bien des chantiers sophistiqués comme le Grand Paris où 97% des projets sont faits en BIM, mais on a aussi des petites expériences en province, etc. Mais n'oublions pas que le BIM, parce que la 3D, on en fait depuis plus de 30 ans, hein, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Le BIM, c'est une réalité. Tout début, vous disiez qu'on ne pouvait pas intégrer les notions de contrainte. On peut intégrer les notions de contrainte, on peut anticiper les erreurs sur le chantier. C'est aussi pour ça qu'on utilise le BIM, pour éviter les surcoûts. C'est pour ça qu'on fait de la détection de conflits, effectivement, pour essayer de maîtriser, d'anticiper un certain nombre de choses. Dernière chose, Marc Mimram a beaucoup parlé de préfabrication. L'un des gros avantages du BIM, c'est cette résurgence à la fois de la préfabrication et du modulaire qui permettra d'accélérer la construction des bâtiments, parce qu'on sait qu'on en aura besoin, vu les 13 000 bâtiments qu'on devra construire par jour pour répondre aux besoins de la population d'ici finalement une dizaine d'années. Est-ce que l'artisanat a encore une place dans ce nouvel ordre numérique? Je ne sais pas qui... Je vais bien répondre parce qu'en fait, ça rebondit sur ce que vous disiez à l'instant, oui, sur la préfabrication. Je pense qu'avec non seulement la maquette numérique, mais aussi les imprimantes 3D et tous ces objets industriels nouvellement rendus, souples par les outils numériques, on arrive à créer des pièces de bâtiments ou des morceaux de bâtiments, que ce soit juste des pièces de structure ou quasiment les bâtiments eux-mêmes entièrement, de manière industrielle, mais pourtant singulière, c'est-à-dire sans que ce soit du taylorisme, voilà, la même voiture répliquée 10 millions de fois. Et donc on va effectivement réinventer la préfabrication sous une forme qui finalement sera plus créative et plus souple que ce qu'elle était jusqu'à présent. Ça a été dit un peu tout à l'heure. Et donc de ce point de vue, on recrée des formes de préfabrication, sans doute dans les années à venir, assez rapidement d'ailleurs, notamment avec les maquettes 3D. Et d'ailleurs, les grands groupes de la construction s'intéressent plutôt à la manière dont ces maquettes 3D permettent de faire de la préfabrication de morceaux de bâtiments et d'éviter éventuellement des tâches difficiles, plutôt que le fait de faire entièrement des immeubles en résine 3D, voilà, comme on les voit tourner sur Internet. Mais l'artisanat dans tout ça, est-ce qu'il peut survivre? Est-ce qu'il peut la conception, en tout cas, d'une certaine manière artisanale de pièces de bâtiments, bien que leur fabrication puisse être industrialisée, la conception, elle peut rester d'une certaine manière artisanale ou singulière grâce à ces outils. Je vais citer 2 exemples. La Villa Majorelle à Nancy, donc un très beau bâtiment, qui est actuellement en cours de digitalisation, c'est quasiment terminé, donc pour pouvoir le rénover. Serre graphique et patrimoine. Et un autre exemple, c'est la boutique Boucheron à Paris, donc qui a été totalement scannée aussi, digitalisée. On a extrait de manière semi-automatique toutes les informations, les moulures, les mots des natures qui se trouvent à l'intérieur de la boutique pour pouvoir ensuite alimenter. Alors je me souviens plus du nom du charpentier, du menuisier, de l'ébéniste qui dépendent des bâtiments de France. Donc ils ont été capables de quantifier toutes les différentes typologies de menuiserie et dans un temps extrêmement réduit. Et c'est une agence d'architecture qui s'appelle Sona Architecture, une toute petite agence qui a travaillé justement avec ces artisans. Donc oui, l'artisanat n'est pas mort et au contraire, on voit même des petits plombiers qui s'achètent des imprimantes 3D pour imprimer des tuyaux directement sur site. Donc je pense qu'au contraire, ça va faciliter beaucoup de choses. De la passerelle chinoise tout à l'heure, c'était ça. C'est quand même une forme d'artisanat qui est assistée des outils de l'informatique. Bon, j'avais encore 1000 questions à vous poser. Je vais laisser un mot de conclusion à Philippe Ram, peut-être, pour conclure ces échanges. Non, je dirais que je pense qu'effectivement tous ces nouveaux outils, quand on parle du BIM, je dirais quel est le style qui va sortir de ça? C'est-à-dire que on connaît le style qui est sorti de la perspective, le style qui est sorti du béton, le style là, et on se pose la question,
Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, le prochain style, ou là où il y a personne encore sur la chose, aucun architecte n'a eu l'intelligence réellement, c'est le BIM, c'est de se dire, voilà, c'est maquette numérique, qu'est-ce que ça va changer dans les formes des bâtiments? Parce que là, on est en train de copier les anciens bâtiments avec le BIM, mais à un moment donné, le BIM lui-même va générer un nouveau style, une nouvelle manière qui sera caractéristique un peu du XXIe siècle. Donc je pense que s'il y a des étudiants et des gens qui veulent faire quelque chose de nouveau, il faut se lancer là-dessus, voir effectivement l'ouverture, la nouvelle esthétique qui va naître de ça, quoi. Merci beaucoup, merci de votre présence et de vos propos. C'est l'heure, je crois, de la pause café.